Merci Essine. Donc Lotfi, est-ce que tu partages cet avis qui finalement nous explique très bien qu'il y a une accumulation de frustration qui a poussé vers ce mouvement de protestation? Oui, effectivement, il y a eu une accumulation de frustration, pardon, mais il y a eu, comme l'a très rapidement décrit Essine, depuis la parenthèse démocratique de 88-92, il y a eu des dynamiques sociales en œuvre qui n'étaient pas apparentes, que le pouvoir a toujours essayé de camoufler, mais il y avait des dynamiques internes qui faisaient que des syndicats qui n'étaient pas affiliés à la centrale syndicale du GTA ont pu naître ici et là, que le mouvement associatif, bon gré mal gré, a essayé de s'autonomiser par rapport au tissu associatif officiel. On a vu cette culture de l'émeute partout pendant des années et des années. On avait tous les jours, quotidiennement en Algérie, des milliers de petites émeutes dans les villages, dans les quartiers, etc. Donc là, toutes ces dynamiques, pendant 15-20 ans, ont fait que, après une pratique du pouvoir par le système de Bouteflika, donc depuis 1999, où Bouteflika a pu, comment dire, à sophistiquer le système de prédation, de centralisation, à tel point qu'on en arrive au 22 février, aux manifestations du 22 février, et aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous sommes au 15e vendredi de manifestation, et la mobilisation est toujours intacte. Si vous avez regardé un peu les informations aujourd'hui, cette mobilisation est intacte pour exprimer clairement deux choses. Leur refus de l'actuel régime politique et du système qui le sous-tend, et leur détermination à mettre en place un état de droit démocratique, civil et non militaire. Les slogans les plus scandés ces derniers temps, c'est bon, Jazair Hora Demokratia, qui est là depuis le début, mais là c'est Doula Medania, la Askaria. Donc c'est exprimé clairement. Alors, pour revenir à l'intitulé de la conférence, est-ce que c'est une deuxième révolution? Alors, le mouvement, le Hirak, la révolution du sourire, deuxième révolution, deuxième république, continuité de la révolution algérienne, réappropriation de l'indépendance. En fait, on a des dénominations multiples ont été accolées à ce mouvement. Mais quelles que soient les dénominations, cette insurrection citoyenne, moi j'appelle ça une insurrection citoyenne, on pourra en débattre après si vous voulez, elle a déjà mis en échec au moins 4 fois les plans du pouvoir et fait tomber ses figures les plus emblématiques. Alors très rapidement, vous le savez, le 5e mandat n'a pas eu lieu. Le 4e mandat prolongé non plus. Vous vous souvenez que lorsqu'il n'était plus question du 5e mandat, Bouteflika a demandé encore 1 an pour... Ensuite, la démission forcée de Bouteflika, qui n'a pas mis fin au système, puisque c'est le mouvement populaire qui l'a porté, mais c'est l'armée qui a intimé l'ordre à Bouteflika de démissionner. Annulation des élections du 4 juillet, c'est-à-dire des élections que l'article 102 de la Constitution voulait imposer et auxquelles le chef d'état-major était attaché. Ça donc, c'est 4 plans du pouvoir qui ont été mis en échec par le mouvement populaire. Ensuite, on a eu l'arrestation de Saïd Bouteflika, de Mediane et Tartag, les 2 patrons des services de sécurité, l'un depuis 25 ans, l'autre depuis 3 ans, les hommes d'affaires du clan Bouteflika, des instructions judiciaires contre les premiers ministres Ouyahia et Sellel et plusieurs autres ministres du clan, tout cela sur l'ordre de l'état-major. Voici un petit peu très rapidement les faits dominants de ces 3 derniers mois. Donc on le voit ici, l'Algérie traverse une phase historique, une séquence historique en tout cas décisive. Le sentiment dominant, c'est qu'elle peut évoluer vers le meilleur comme vers le pire. Parce qu'au moment où la mobilisation citoyenne n'a pas perdu de son élan,
les manœuvres du pouvoir se multiplient et elles rivalisent d'ingéniosité pour rendre la situation, en tout cas, illisible. Souvent, pour les Algériens eux-mêmes, la situation est illisible. On ne comprend pas très bien ce que veut le pouvoir. Poussé dans ces derniers retranchements, donc le système va tenter le tout pour le tout. On a eu des retournements spectaculaires, des intimidations et de la répression, des rumeurs et de la désinformation, la théorie du complot, de la main de l'étranger, etc. Bref, tout est mobilisé pour essayer d'égarer l'opinion ou de la mener vers des chemins qui l'éloigneraient de ce qui est fondamental dans le mouvement, c'est les deux revendications dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc malgré tout cela, chaque semaine, le vendredi vient pour tout effacer. Recharger les batteries de la résistance et restituer à la problématique politique tout son sens. Et puis on attend le mardi la réponse du pouvoir par la voix du chef d'état-major Gaïd Salah. En tout cas, par son ampleur et sa puissance, ce qu'on a pu constater, c'est que cette mobilisation populaire a provoqué la paralysie totale du pouvoir apparent. Le pouvoir apparent, c'est le président intérimaire qui est quasiment absent, le gouvernement dont on n'a jamais entendu le Premier ministre et qui est quasiment mis en quarantaine, puisque aucun ministre ne peut faire une sortie de terrain. Chaque fois qu'ils sortent sur le terrain, ils sont dégagés, comme on dit ici, dans la population. Le Parlement est à l'arrêt, les Walis sont reclus dans leur préfecture, etc. Donc ça, c'est le pouvoir apparent qui est complètement à l'arrêt. Tout cela a contraint le pouvoir réel à sortir de sa tanière. Le système tient grâce à l'armée. Et l'évolution future du pays dépend donc désormais du comportement de l'institution militaire, et à ce titre, sa responsabilité est entièrement engagée dans l'évolution future. Alors les mesures que l'armée a prises jusqu'ici, avec l'arrestation des ailes que j'appellerais financières, politico-policières, pour les services de renseignement du clan dominant, l'ont certainement été dans une logique de ce qu'on appelle le containment d'urgence, pour réduire la capacité de nuisance de ce qu'ils appellent l'Aïsaba, le gang, donc de ce que le chef d'état-major, il désigne le clan Bouteflika comme l'Aïsaba, donc pour réduire sa capacité de nuisance et surtout donner des gages au mouvement pour le calmer à défaut de le dompter. Mais les ailes bureaucratiques, médiatiques et politiques du gang, de l'Aïsaba, échappent encore aux foudres du chef d'état-major. Au contraire, elles sont en train toutes de lui faire allégeance. Donc, on est dans cette situation. Mais il faudra bien un moment que le pouvoir comprenne, une fois pour toutes, que les citoyennes et citoyens sont demandeurs d'un changement profond et pacifique par la voie d'un véritable dialogue franc et apaisé. Le dialogue auquel appelle le chef d'état-major, mais qu'il veut contenir dans des grilles qui sont les siennes, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, ce que l'on constate dans le mouvement, même si les slogans, les revendications du mouvement sont fortes, ils ne sont ni dans la haine, ni dans le règlement de compte. C'est-à-dire que les arrestations, etc., opérées, n'ont pas été demandées par le mouvement populaire. Et enfin, ce qu'il faut que le gouvernement, le pouvoir, comprenne, c'est que le caractère joyeux, festif de la mobilisation, c'est déjà en soi le garant d'une issue sans violence et surtout sans vaincu. Il faut qu'ils comprennent que on peut aller vers une issue où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Donc, mon sentiment, en tout cas, ici je parle en tant qu'Algérien, c'est que l'euphorie que procure aujourd'hui cette révolution joyeuse ne doit surtout pas submerger nos capacités de saine lucidité, car il s'agit maintenant, d'ores et déjà, malgré les difficultés, d'aborder concrètement, la phase de transition qui est réclamée avec détermination et constance depuis déjà 3 mois. Voilà mon sentiment général sur la situation.